Et coucou YouTube! Bienvenue dans cette soirée Contes et légendes qui n'a pas de thème. Pour une fois, j'avoue, je n'ai pas mis de thème sur cette soirée Contes et légendes. Vu qu'on était sur les plus beaux contes de mon enfance. Donc, c'est pas comme la dernière fois où on avait lu des contes du Japon. Là, cette fois-ci, il n'y a pas vraiment de thème. Je vais essayer... Ah, ouais. Je vais essayer pour le mois prochain, pour le mois de février, de retrouver des contes qui parlent d'amour. On avait lu des contes et des légendes sur l'amour l'année dernière, mais pas au mois de février. On l'avait lu à un autre moment. On était d'ailleurs tombé sur, je m'en rappellerai toute ma vie, d'un conte, sur un conte japonais, avec une femme qui pétait tellement qu'elle en déplaçait les montagnes. Voilà, sachez-le. Il existe un conte japonais avec une femme qui pète à en déplacer les montagnes. Le Japon. Pardon. Et donc, j'essaierai de retrouver un livre sur l'amour. Je vais lancer mes recherches la semaine prochaine. Et j'en profite aussi pour dire que, vu que là, ce soir, nous rattrapons la soirée Contes et légendes du mois de décembre que je n'ai pas pu faire vu que c'était le 31, il y aura 2 soirées Contes et légendes ce mois-ci. Il y aura une soirée aujourd'hui, voilà, nous sommes le 7, et il y aura une soirée le 28. Le 28 décembre, j'ai fait dire, le 28 janvier, il y aura une autre soirée. Et je m'en souviens. Elle a marqué quand même pas mal de gens, ce petit... En plus, je n'ai même plus le livre, si je dis pas de bêtises. Je crois que je l'ai donné à ma nièce, si je dis pas de bêtises. C'est pas que je dise des bêtises, mais dans mes souvenirs, je crois que je l'ai donné à ma nièce. Donc, je ne l'ai même plus à la maison. Alors, par contre, je vais juste faire quelque chose. Je vais juste baisser un tout petit peu la musique. Voilà. On va la mettre comme ça. Le conte était assez rigolo. Elle était atteinte de flatulence intempestive. Mais à la fin, son mari revenait quand même en mode c'est pas grave, tu pètes, je ne t'en veux pas, nous ferons avec. Il n'y aura pas de contes de ce type là ce soir, je suis désolé, ça va être des contes gentils. Et comme dit, ce soir, on va commencer par le petit chaperon rouge. On va se lancer ça tout de suite. Allez. Donc, le petit chaperon rouge. Il était une fois la petite fille d'un village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa mère grand, plus folle encore. Cette vieille femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand, qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra Compère, le loup, qui eut bien envie de la manger. Mais il n'osa, à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter pour écouter un loup, lui répondit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui demanda encore le loup. « Oh oui !» dit le petit chaperon rouge. « C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » ajouta le loup, « je veux l'aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi, par ce chemin-là, et nous verrons bien qui le plus tôt y sera. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court. Et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons, et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait.
Le loup ne mit pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. Il heurta. Toc toc. Qui est là ? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup, en contrefaisant sa voix. Qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grand, qui était dans son lit parce qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria. Tire la chevillette, la bobinette chéra. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la vieille femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la mère Grand, en attendant le petit chaperon rouge, qui quelque temps après vint heurter à la porte. Toc toc. Qui est là ? Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais croyant que sa mère Grand était enrhumée, lui répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix « Tire, la chevillette, la bobinette chéra. » Le petit chaperon rouge tira la chevillette, et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit, sous la couverture, « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche, et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabilla, et alla se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère Grand, que vous avez de grands bras !»« C'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes jambes !»« C'est pour mieux courir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes oreilles !»« C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grands yeux !»« C'est pour mieux voir, mon enfant. »« Ma mère Grand, que vous avez de grandes dents !»« C'est pour te manger !» Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Et on est déjà à la fin. Il n'y a pas de petite histoire du bûcheron qui arrive ou du chasseur. Non, je suis désolé. Le petit chaperon rouge a été mangé. Voilà. Comme quoi il faut se méfier des grands loups. Les loups, ça fait peur. Oh oui, on est d'accord, je m'attendais pas à cette fin. Je m'attendais à tourner la page et à entendre. Et le bûcheron qui passait par là. Non, il n'y a même pas eu de bûcheron cette fois-ci. Comment qu'on fait s'il n'y a pas de bûcheron ? On est mal barré sans le bûcheron là. Comme quoi on a toujours besoin d'un bûcheron. Toujours, toujours. Ah. Le prochain, je vous l'annonce, c'est un conte que je n'ai jamais lu de ma vie. Un conte de mon enfance que je n'ai jamais lu. Et merci à Island pour le follow. Faut pas ton message, ton follow apparaître. Et coucou de la spirale. Comment ça va ? Et le prochain, c'est le maître chat ou le chat beauté. Jamais lu. Ça va, merci. Je n'ai jamais lu le chat beauté. Je n'ai jamais vu les DreamWorks, je crois, avait fait un dessin animé chat beauté après les Shrek, tout ça. Jamais vu. J'avoue mon tort, je n'ai jamais vu ces dessins animés là. J'ai vu des images du... Je crois qu'il y a un 2 qui est sorti, il me semble... Ouais, voilà, le 2. Mais on est d'accord que j'ai vu vite fait des images et j'avoue que ça a l'air tentant. Ça a l'air très tentant. Alors, Mademoiselle Pixel, si vous venez, je vais avoir du mal à lire. Je confirme, une Mademoiselle Pixel qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait, Pix ? Ouah, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, petit chat ? Tu veux te mettre où ? Parce que le problème, c'est que si tu te mets sur le livre, moi, après, je peux plus lire.
Qu'est-ce qu'on fait? Je te mets avec Fox. Tu fais dodo avec Fox. Ou tu te mets sur... Non, sur mes genoux, en règle générale, tu restes pas longtemps. C'est toi le chaboté? Allez, va. T'as acheté des petites bottes, comme ça tu feras le chaboté. Allez, on va se lire ça tout de suite. Donc, le maître chat ou le chaboté. Un meunier... J'ai un chat qui revient. Allez, va. Un meunier ne laissa pour tout bien à ses 3 enfants que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, et ni le notaire, ni le procureur, n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le patrimoine. L'aîné eut le moulin, le deuxième eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. « Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat, et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. » Le deuxième Mulan. Pas vu non plus le deuxième Mulan. Il y avait un deuxième Mulan. Mon Dieu, je savais même pas qu'il y avait un deuxième Mulan. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. « Ne vous affligez point, mon maître. Vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles. Et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. » Quoique le maître du chat ne fit pas de grands fondements là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds, ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait grand nombre de lapins. Mon Dieu, Cyber. Il mit du son et des herbes dans son sac, et, s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Y a pas de souci, bonne préparation. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit « Voilà, sire, un lapin de Garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui plut de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. »« Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un champ de blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y fut entré, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner à boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle des princesses, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune sera faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai.
et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Alors qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours! Au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant que l'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que pendant que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui lui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié aux voleurs de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui dit 1000 gentillesses, et comme les beaux habits que l'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré. Le marquis de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants et, ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites pas au roi que le pré appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas de demander aux faucheurs à qui était ce pré qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bien bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites pas que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus, comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs. Et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait. Et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche que l'on eût jamais vu, car toutes les terres par où le roi était passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer de qui était cet ogre et de ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre, et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant. »« Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières. Non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, le chat descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit-il, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris,
Je vous avoue que je tiens cela pour tout à fait impossible. »« Impossible ?» reprit l'ogre. « Vous allez voir. » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plus tôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi : « Votre Majesté soit la bienvenue dans le château de Monsieur le Marquis de Carabas. » J'ai un grand chat qui veut descendre, alors attendez, bougez pas. Tchoups, les fox. Yaouh. Attends. Ah. Attends, Fox. Laisse-toi faire. Merci, Fox. C'est très gentil, Fox. Comment ? Monsieur le Marquis ? S'écria le roi. Ce château est encore à vous ? Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons l'intérieur, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui devaient venir le voir ce jour-là. « Pas de soucis, Ténébrose, des bisous, merci d'être passé. » Mais qui n'avait pas osé rentrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de Monsieur le Marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups, « Il ne tiendra qu'à vous, Monsieur le Marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et, dès le même jour, épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur, et ne courut plus après les souris que pour se divertir. Comme dit, à ma connaissance, je n'avais jamais lu ce conte. On a perdu un grand chat, mais nous avons toujours un petit chat. Oh. Donc il faut que je me note, qu'il faut que je regarde le chapeauté 1 et le chapeauté 2. Et c'est surtout un personnage, je crois, du 2 qui avait marqué pas mal les gens, si je dis pas de bêtises. Vraiment, si je ne dis point de bêtises, il me semble que c'était vraiment... je crois, il y a la mort, je crois, qui joue qui joue. On s'entend sur le qui joue, mais il me semble que c'est la mort qu'il y a dans le chapeauté 2. Il me semble que c'est ce que j'avais lu un jour. Il faut que je les regarde, les deux. C'est comme si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'ils ont aussi prévu un nouveau Shrek, si je dis pas de bêtises. Il me semble. J'ai un doute sur ce que je vous dis, mais il me semble que normalement, il y a un nouveau Shrek qui doit sortir. Donc, c'est possible que je dise une bêtise, mais il me semble que j'ai vu cette information passer il y a quelques temps déjà. Donc, j'ai entendu un bruit, c'était un chat qui descendait. Compte suivant aussi, il me dit rien. On va se le lire tout de suite. Ça s'appelle La princesse au petit pois. Il était une fois un prince qui désirait épouser une princesse. Mais pas n'importe laquelle. Il songeait à une princesse qui ne ferait pas semblant de l'être et qu'il aimerait en retour. Il décida de faire le tour du monde pour la trouver. Et il visita de nombreux pays et, à la vérité, les princesses s'abondaient. Mais si elles en possédaient les atours, quelque chose, cependant, manquait. Et il ne pouvait jamais être sûr qu'il s'agissait de celle dont il pourrait tomber amoureux. En conséquence, il revint dans son palais, fort attristé de n'avoir pu trouver la princesse de ses rêves.
Un soir, où il faisait très mauvais temps, tandis que des éclairs illuminaient le ciel et que le tonnerre grondait, quelqu'un frappa à la porte du château. La pluie tombait à torrents, c'était épouvantable. Aussi, le vieux roi et la vieille reine s'empressèrent-ils d'ouvrir à l'inconnu. C'était une princesse. Mais dans quel état se trouvait-elle ? La pluie l'avait détrempée, et comme les rafales de vent avaient emmêlé sa chevelure, l'eau ruisselait sur son visage et ses vêtements couverts de boue, formant une flaque à ses pieds. Néanmoins, elle se présenta comme une vraie fille de roi. C'est ce que nous saurons bientôt, songea la vieille reine, qui, après l'avoir accueillie, conduisit la jeune femme grelottant de froid près du feu afin qu'elle s'y réchauffe. Puis, sans rien dire à personne de l'épreuve qu'elle avait imaginée, elle entra avec empressement dans la chambre à coucher où dormirait la jeune fille. Là, elle retira toute la literie et plaça un poids, ridiculement petit, au fond du lit. Ensuite, elle prit 20 matelas qu'elle plaça sur le poids, et encore 20 édredons, en plumes, qu'elle entassa par-dessus les matelas. De son côté, la princesse avait eu le temps de se sécher et de passer une longue chemise de nuit. Tombant de sommeil, elle gagna alors sa chambre pour s'y coucher. Au dehors, la tempête déchira le ciel jusqu'aux premières lueurs du jour. Au petit matin, la reine, sitôt levée, se rendit dans les appartements de la supposée princesse, afin de lui demander comment elle avait passé la nuit. Elle lui trouva la mine pâle et les traits tirés. « Avez-vous bien dormi ?» s'enquit-elle, un léger sourire sur les lèvres. « Bien mal en vérité, » répondit la jeune fille. « À peine si j'ai fermé les yeux de toute la nuit. »« Ah !» répondit la reine, peinant à dissimuler son enthousiasme. « Votre lit n'était-il pas assez confortable ? » Je ne sais ce qu'il y avait dans le lit, mais j'ai dormi sur une bosse si dure que j'en ai le corps tout meurtri. Quel supplice !» se plaignit la jeune femme. À cette réponse, on sut qu'elle était une véritable princesse, car elle avait senti un poids à travers 20 matelas et 20 édredons. Quelle femme, sinon une princesse, pouvait avoir la peau si délicate et se montrer douillette à ce point ? Quant au prince, après avoir fait sa connaissance, il fut bien convaincu d'avoir enfin rencontré la jeune femme qu'il l'avait tant cherchée. Puisqu'elle l'aimait en retour, il osa alors lui demander sa main. Et le poids, il fut exposé dans un musée, où il doit se trouver encore, à moins qu'un amateur de petits pois ne l'ait emporté. Voilà une histoire aussi vraie que la princesse. Donc retenez, la morale, c'est que vous ne dormez pas mal la nuit. C'est qu'en fait, quelqu'un a mis un petit pois dans votre literie. Tu retiens, Pauline, hein ? Si on dort mal, c'est pas que on a mal dormi, c'est qu'il y a un petit pois dans la literie. Et ça nous empêche de dormir. Que nous sommes des princes et des princesses. N'est-ce pas ? J'aime recevoir de la compassion. Ah, attendez, il y a un grand chat qui revient, qui va sûrement vouloir monter. Qu'est-ce qu'on fait, Fox ? Allez. Oups, pardon. Fox. Tu restes dans ta caisse ? Oui. Bon, au final, il y a un chat qui reste dans sa caisse. Donc je n'ai pas besoin de le monter. Donc on peut enchaîner. Avec un conte qu'on a déjà lu plusieurs fois. Il est là, celui-là. C'est toi qui es en retard, mon cher. Je pensais que tu serais là à l'heure. Là, il est déjà 20h37 et tu arrives maintenant. Qu'est-ce que tu as encore fait, Xentos ?
Ah oui, c'est vrai que tu voulais pas que je stream ce soir. Tu ne voulais pas de soirée contre des légendes. T'as vu ce que tu m'as dit? Du coup, je pensais pas que tu lançais, moi. Voilà, il est encore creux ce que j'ai dit. Xentos, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non mais franchement. Ah là là là. Je pourrais te faire prendre des vessies pour des lanternes, hein. Ça marcherait. Non, j'allais pas annuler une soirée contre des légendes. Sachant qu'on rattrape celle du mois de décembre. Je te jure. Prêt pour bientôt Temtem? On en reparlera. D'accord, on en parle demain si tu veux, d'accord? On fera... Si tu veux, je... Non, peut-être pas forcément demain matin. Remets une bûche, ton feu il craque. Bah ouais, il y a déjà 3 bûches dedans, regarde bien. 3 bûches qui craquent sagement. Le truc en plus, c'est que vous avez le retour des bûches qui craquent, mais pas moi en fait. Moi je ne l'ai pas, j'ai pas ce retour là. Donc c'est directement inclus dans la scène sur OBS, j'ai pas le retour. Donc ça me surprend à chaque fois que je réécoute une soirée contre les gens, je suis en mode, attends, il y a un truc en arrière-plan. Ah oui, il y a le craquement du feu en arrière-plan, mais à chaque fois j'oublie. J'ai regardé aujourd'hui à nouveau la soirée contre les légendes du Japon du mois de novembre et évidemment j'étais en mode, attends, il y a un truc qui craque, qu'est-ce qui se passe? Et je crois que c'était dans l'appart. En fait non, c'était les bûches qui craquaient dans la vidéo. Voilà. Je suis pas doué, je mets des choses en place et j'arrive pas à me souvenir que j'ai mis ça en place. C'est pas possible. Franchement, c'est irrécupérable. Pas doué, hein. C'est ainsi. Allez. Alors Xentos, tu arrives pile pour un compte qu'on a déjà lu plusieurs fois sur cette chaîne. C'est vraiment un classique celui-là. Je crois que ça va être la 3e fois. Merci Xentos. Avec plaisir. Je ne vais pas forcément lire ça parce qu'il se peut que ma nièce, enfin que mon frère décide de faire écouter ça un jour à ma nièce, qui est encore un peu petite pour écouter ça. Donc je ne lirai pas ta phrase. On va dire que quand on est bête, hein? Ouais, je sais. Mais ça fait mon charme. À vous. Tu peux l'avouer, je t'en voudrais pas. Et donc le conte que je vais lire là, ouais, donc je crois que ça va être la 3e fois qu'on le lit. C'est La Belle et la Bête. Il me semble que c'est déjà la 3e fois qu'on le lit, celui-là. Mais c'est vrai que chaque version est différente. À chaque fois, vu que c'est des auteurs différents, des éditions différentes, c'est jamais raconté de la même façon. Comme dit là le petit chaperon rouge, je m'attendais à une vraie happy end et pas à la fin là. Fais attention, il y a un chat derrière toi, de l'autre côté. Allez, on va se lire ça. Donc La Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 garçons et 3 filles. La cadette était d'une beauté admirable. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, elle avait été surnommée la Belle. Au fil du temps, chacun put s'apercevoir à quel point cela lui convenait à merveille, tant pour son apparence que par sa bonté d'âme. Et finalement, le prénom de Belle lui était resté. Ses sœurs aînées étaient jalouses d'elle. Par orgueil, elles voulaient se hisser au rang de grandes dames du monde. Elles allaient au bal, au théâtre ou en promenade et se moquaient de leur jeune sœur qui passait son temps à lire. Malheureusement, du jour au lendemain, le marchand perdit tous ses biens. Seul lui restait une petite maison de campagne, bien loin de la ville. À présent que je n'ai plus d'argent, il nous faudra travailler comme des paysans, annonça-t-il d'une voix triste à ses enfants. Vous autres peut-être, mais nous certainement pas, s'exclamèrent les filles aînées. Je vais faire mon possible pour être heureuse même dans la pauvreté, se raisonna Belle. Quand ils se furent installés à la campagne, l'ancien marchand et ses 3 fils, travaillèrent à labourer la terre. Belle se levait dès 4 heures du matin pour s'occuper de la maison,
et préparer les repas. Accomplir ces tâches n'était pas chose facile, mais le soir, elle retrouvait avec bonheur ses livres, ou bien jouait du clavecin. Ses sœurs aînées, au contraire, prenaient tout leur temps pour se lever et partaient ensuite se promener, regrettant leurs beaux habits d'autrefois. La bonne humeur de Belle n'en finissait plus de les exaspérer. « Regardez-la comme elle est toute joyeuse. On dirait qu'elle est contente de la situation où nous nous trouvons, » s'indignait-elle. À l'inverse, leur père admirait son courage et sa patience. 1 an s'était écoulé quand le père reçut une lettre l'informant qu'un navire était arrivé avec, à son bord, des marchandises lui appartenant. La nouvelle tourna la tête aux 2 sœurs aînées, qui s'imaginaient déjà retrouver leur vie confortable. Le jour de son départ, le père demanda à ses filles ce qu'elles aimeraient recevoir en cadeau à son retour. « Des robes, des coiffures !» s'écrièrent-elles. « Et toi, Belle, tu ne veux rien ?» interrogea son père. Belle s'efforça de trouver quelque chose à demander, pour éviter d'attirer l'attention. « Une rose, car il n'en pousse pas chez nous, » répondit la jeune fille. Malheureusement, quand il arriva au port, les nouvelles ne furent pas aussi bonnes qu'il l'avait espéré. Le père dut rentrer chez lui sans plus d'argent qu'auparavant. Sur le chemin du retour, pour adoucir sa peine, il pensa au plaisir qu'il aurait de retrouver ses enfants. Mais dans la pénombre de la nuit, en traversant un immense bois, il se perdit. Il neigeait terriblement. Transi de froid et à bout de force, le pauvre homme s'imaginait finir dévoré par les loups. Quand il aperçut une allée d'arbres avec un grand halo de lumière au bout. Il devina qu'il s'agissait d'un château, et il se hâta de prendre cette direction, espérant trouver quelqu'un qui pourrait lui porter secours. Il ne vit personne en arrivant. Le marchand laissa là sa monture et grimpa les marches qui menaient à la porte du château. Il pénétra dans une grande salle où un feu brûlait dans la cheminée. La table était mise pour un couvert et des plats de viande fumant attendaient d'être dégustés. Le marchand se réchauffa devant les hautes flammes et guetta l'arrivée du maître des lieux. Cependant, à 11h du soir, personne ne s'était présenté, pas même un domestique. Le vieil homme, affamé, se résolut à profiter seul du dîner. Une fois rassasié, le marchand quitta la salle à manger et s'aperçut que les autres pièces étaient tout aussi magnifiquement meublées. Puis, il entra dans une chambre dont le lit était fait. Alors, comme il était minuit passé et qu'il tombait de fatigue, le marchand s'y étendit et s'endormit aussitôt. Il se réveilla le lendemain, tout étonné de s'être si bien reposé. Par la fenêtre, il constata avec surprise que l'épais manteau de neige avait déjà disparu, pour laisser place à un jardin verdoyant et fleuri. À la place de ses vêtements de la veille, sales et usés, il trouva une tenue neuve. « Je suis peut-être arrivé au palais d'une bonne fée », murmura le marchand stupéfait. Habillé, il se rendit dans la grande salle. Il ne croisa toujours personne, mais du chocolat chaud avait été servi. « Merci, madame la fée », dit-il tout haut, au cas où quelqu'un l'entendait. Après avoir repris des forces dans ce château enchanté, le marchand voulut rejoindre son cheval à l'écurie, quand il s'arrêta pour contempler des arches couvertes de roses épanouies. À cet instant, le vieux père pensa à la promesse qu'il avait faite à sa plus jeune fille et cueillit délicatement une tige. Cependant, l'instant d'après, un terrible rugissement retentit
et une horrible bête apparut. « Hé là, vous volez mes roses !» dit-elle d'une terrible voix. « À moi qui vous ai sauvé la vie, vous osez voler ce que j'aime le plus au monde? C'est bien ingrat de votre part. » À ces mots, le marchand se jeta à genoux pour demander pardon à l'effroyable bête. « Monseigneur, pardonnez-moi, je ne pensais pas à mal en cueillant cette rose pour une de mes filles. »« Ne m'appelez pas monseigneur, » rugit la bête. « Je n'aime ni les flatteries, ni les compliments. Je préfère que l'on ait l'honnêteté de dire ce que l'on pense. » Puis, il ajouta. « Vous avez dit que vous aviez plusieurs filles, n'est-ce pas? Alors je veux bien vous pardonner, à condition que l'une d'entre elles vienne ici volontairement pour prendre votre place. »« Mais je... » essaya de répondre le marchand, qui ne souhaitait surtout pas que l'une de ses filles soit faite prisonnière. « Partez maintenant !» ordonna la bête. « Et si vos filles manquent de courage, jurez que vous reviendrez dans 3 mois. » Le pauvre marchand en fit la promesse, et la bête ajouta: « Avant de partir, retournez au château. Dans la chambre où vous avez dormi, vous trouverez un large coffre. Remplissez-le, et je le ferai porter chez vous. » Le vieil homme ne voulut pas contrarier la bête, et fit ce qu'elle lui demanda. Il remplit le coffre de pièces d'or. « Ainsi, se dit le marchand, mes enfants seront à l'abri du besoin. » L'homme quitta le domaine le cœur lourd. À l'arrivée de leur père, les 6 enfants l'accueillirent avec une grande joie. Il tendit à Belle la rose qu'il avait cueillie. « Prends cette rose, elle est pour toi, mais elle m'a coûté bien cher. » Et le vieux père raconta l'aventure tragique qui lui était arrivée. Les sœurs aînées poussèrent de grands cris. Tout ça à cause de cette petite créature qui n'a pas pu s'empêcher de faire son intéressante et qui a réclamé une rose. Elle va causer la perte de notre père et elle ne pleure même pas. « Mon père, reprit doucement Belle, si je ne pleure pas, c'est parce que j'irai chez ce monstre. Et je le ferai de bon cœur, car je serai heureuse de vous sauver. »« Nous vous en empêcherons, Belle, protestèrent ses frères. Nous irons trouver ce monstre pour le tuer. »« Mes enfants, vous n'y pensez pas, s'écria leur père. Cette effroyable bête est puissante, bien plus que vous n'imaginez. Aucun de vous n'ira prendre ma place. Je suis vieux, j'ai déjà suffisamment vécu, et j'irai. »« Oh non, mon père, lui dit Belle. J'aime mieux être dévorée par ce monstre que de mourir du chagrin de ne plus vous avoir auprès de nous. » Les 2 sœurs aînées étaient ravies de la détermination de leur cadette à se rendre au palais de la bête pour prendre la place du père, tant elles étaient jalouses d'elle. Le jour du départ arriva, et Belle tint parole. Ces 2 vilaines sœurs se frottèrent les yeux avec des oignons pour faire croire qu'elles étaient tristes. Ses frères étaient affligés, et l'ancien marchand pleurait à fendre le cœur. Mais il était résolu à accompagner sa fille au château de la bête. Enfin, à la tombée du jour, ils aperçurent le château tout illuminé de la bête. Le père et sa fille entrèrent dans la grande salle. Une table digne d'un roi était dressée pour eux, avec 2 couverts. « La bête prend soin de m'engraisser avant de me dévorer, » frissonna Belle. Quand ils eurent terminé de dîner, un rugissement les fit sursauter. Le père, reconnaissant le bruit de la bête, serra sa fille contre lui. Le monstre se présenta devant eux. Il était affreusement laid, et Belle ne put s'empêcher de frémir. « Est-ce bien votre décision d'être venu jusqu'ici prendre la place de votre père ?» demanda la bête. La jeune fille répondit la vérité, en tremblant de tout son être. « Vous avez bon cœur, Belle. Vous et votre père passerez la nuit au château, puis vous vous direz au revoir demain. » annonça la bête avant de s'en aller. Dès qu'ils furent seuls,
Le père tenta de convaincre sa fille chérie. Mais il eut beau la supplier, Belle ne voulut pas changer d'avis. Le cœur serré, chacun rejoignit sa chambre à coucher. Au lieu de passer une nuit affreuse, sans pouvoir trouver le sommeil comme ils s'y attendaient, à peine eurent-ils posé la tête sur leur oreiller qu'ils s'endormirent à point fermé. Belle rêva qu'une fée venait la voir pour la féliciter de sa conduite et lui révéler qu'elle serait bientôt récompensée. Le lendemain, au moment des adieux, père et fille laissèrent couler d'innombrables larmes. Une fois seule, Belle sentit ses forces l'abandonner, en pensant qu'elle servirait peut-être elle-même de dîner. Puis, se ressaisissant, elle décida de visiter le château. Elle ne pouvait s'empêcher d'en admirer la beauté. Alors qu'elle se promenait dans les couloirs, la jeune fille fut surprise de découvrir une porte où il était inscrit « Appartement de Belle ». Elle s'empressa de la pousser et fut immédiatement saisie par le somptueux aménagement de la chambre. Il y avait là une immense bibliothèque et un clavecin. Cette découverte inattendue remplit d'espoir la jeune fille. On dirait que tout a été réuni pour que je passe d'agréables moments ici, songea-t-elle. En parcourant la bibliothèque, un livre attira son attention. Sur la couverture, il était écrit en livre d'or « Souhaitez, commandez, je vous obéirai ». Sans que personne ne pût l'entendre, elle soupirait en elle-même. « Hélas, j'aimerais tant avoir des nouvelles de mon père. » Et la jeune fille fut stupéfaite de voir sa maison apparaître dans le grand miroir à côté d'elle. Son père, le visage triste, arrivait tout juste. Alors, Belle devina qu'elle n'avait rien à craindre de la bête. À midi, Belle prit seule son déjeuner, au son d'un excellent concert, bien qu'elle n'aperçût aucun musicien. Au dîner, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit de la bête qui approchait. La jeune fille sentit la peur la gagner. « Bonsoir, Belle, » lui dit le monstre. « Accepteriez-vous que je m'installe à vos côtés pendant votre repas du soir ?»« Vous êtes le maître de ces lieux ?» répondit Belle en tremblant. « Détrompez-vous, Belle, vous êtes chez vous ici. Dites-moi seulement si ma présence vous ennuie. En ce cas, je m'en irai. Vous devez me trouver bien laid, n'est-ce pas ?» voulut savoir la bête. « Je vous mentirais si je vous disais le contraire, » dit Belle. « Mais je pense que vous êtes fort bon. »« Vous avez raison, » dit le monstre. « J'ai le cœur bon, mais en plus d'être laid, je sais bien peu de choses. Je ne suis qu'une bête. Pourtant, il y a des hommes bien plus ignorants que vous, et qui cachent un cœur mauvais, » répondit la jeune femme, pensive. Puis la bête souhaita un bon dîner à Belle, en lui recommandant de profiter de ce qui était à sa disposition au château. « Vous me ferez plaisir en vous sentant chez vous en ces lieux, » confia le monstre. « Vos attentions à mon égard me touchent. Certainement, peu à peu, j'éprouverai moins de frayeur à vous regarder, » admit Belle. « Je suis navré de mon apparence, mais je ne suis qu'un monstre, » soupira tristement la bête. « Je préfère encore la laideur qui cache de nobles qualités à la beauté qui dissimule la méchanceté et l'ingratitude, » déclara Belle. La Belle mangea de bon appétit et constata avec étonnement qu'elle n'avait plus peur de la bête. Cependant, à la fin du repas, elle manqua mourir de frayeur lorsqu'il lui dit « Belle, voulez-vous être ma femme ?» La jeune fille se figea. Elle se demanda quel mot choisir pour ne pas contrarier le monstre. Finalement,
Elle décida de répondre honnêtement. Non, la bête. Le pauvre poussa un gémissement plaintif qui résonna dans tout le palais. « Au revoir, Belle, » dit-il tristement en quittant la pièce. 3 mois s'écoulèrent ainsi, au rythme des journées solitaires, ponctuées chaque soir d'une visite de la bête à l'heure du dîner. Belle était désormais habituée à la laideur du monstre, que sa bonté naturelle lui faisait presque oublier. Elle se surprenait à guetter l'heure de sa venue, car la bête arrivait toujours quand sonnait 9 heures. Une seule chose lui faisait de la peine, car immanquablement, à la fin du repas, le monstre posait la même question. Et à chaque fois, la réponse de Belle semblait lui déchirer le cœur. Si bien qu'elle lui dit un jour : « Je suis bien désolé d'être incapable de vous donner l'espoir que je vous épouserai. J'ai pour cela trop d'honnêteté et de respect pour vous. Tentez de vous satisfaire de mon amitié. Je sais que je ne suis qu'un monstre, mais je vous aime beaucoup, et chaque jour je me réjouis de votre présence dans ce château. Promettez-moi, Belle, que vous ne me quitterez jamais. » Belle rougit à ces paroles, car elle espérait justement demander la permission de revoir son père. Elle avait vu dans le miroir enchanté qu'il était malade de chagrin à l'idée d'avoir laissé sa fille entre les griffes de la bête. En effet, il ignorait que le monstre avait les meilleures intentions pour elle. « Je pourrais vous promettre de ne jamais vous quitter, » dit-elle à la bête. « Mais avant, accordez-moi la faveur de revoir mon père. À présent que mes sœurs sont mariées et que mes frères sont partis à l'armée, il est seul. Je voudrais apaiser sa peine. » « Je ne peux me résoudre à vous causer du chagrin. Vous irez chez votre père, » déclara le monstre. « Seulement, si vous choisissez d'y rester, sachez que votre pauvre bête n'y survivra pas, » ajouta-t-il tout bas. « Oh non !» protesta la Belle. « Je vous aime trop pour cela. Je vous promets d'être de retour dans 8 jours. » « Qu'il en soit ainsi. Vous serez chez votre père dès demain matin, » dit la bête. « Et quand vous voudrez revenir, vous n'aurez qu'à déposer votre bague sur une table en vous couchant. Adieu, Belle, et n'oubliez pas votre promesse. » La bête gémit en partant, et la jeune fille s'endormit bien triste de la peine qu'elle lui infligeait. Quand elle se réveilla le jour suivant, Belle se trouvait dans sa maison. Son père la tint serrée dans ses bras pendant un long moment. Belle réalisa qu'elle n'avait rien emporté pour s'habiller. Mais elle trouva un grand coffre, plein de robes cousues de fils d'or et serties de diamants. Belle remercia la bête en pensée. Elle revêtit la plus simple et dit souhaiter offrir les autres à ses 2 sœurs aînées. Mais à peine eut-elle prononcé ces paroles que le coffre disparut. « On dirait que la bête préfère que tu gardes ses présents pour toi, » dit son père. Et aussitôt, le coffre revint à la même place. En apprenant le retour de Belle, ses sœurs accoururent. L'aînée avait épousé un gentilhomme beau comme le jour, à tel point qu'il ne se préoccupait que de lui. La seconde était mariée à un homme qui avait beaucoup d'esprit, mais il s'en servait pour faire enrager les autres. En voyant leur cadette rayonnante, elles furent saisies de douleur, au lieu de se réjouir qu'elle soit en vie. Leur jalousie augmenta encore quand Belle leur fit le récit de ses journées, en affirmant qu'elle était heureuse. Les 2 vilaines s'éloignèrent dans le jardin pour médire tout à leur aise. « Pourquoi notre sœur est-elle plus heureuse que nous ? C'est injuste !» L'aînée venait d'avoir une idée. « Et si elle restait ici plus de 8 jours ? Alors la bête se mettra en colère et peut-être la dévorera-t-elle pour de bon. Nous y arriverons certainement, en lui faisant de grandes démonstrations de tendresse, » renchérit la seconde. Toutes 2 se précipitèrent pour dire à leur petite sœur combien elle leur avait manqué.
Belle fut tellement touchée par leurs gentilles paroles qu'elle en pleura de joie. Au terme des 8 jours, lorsqu'il fut temps pour Belle de repartir, les 2 sœurs firent tout ce qui était en leur pouvoir pour la retenir. Belle promit alors de prolonger son séjour, tout en regrettant déjà la peine qu'elle allait faire à sa pauvre bête. Ces quelques jours loin d'elle lui avaient fait réaliser l'importance de son attachement. La 10e nuit, elle rêva qu'elle se trouvait dans le jardin du palais, où elle découvrait la bête couchée sur l'herbe, sur le point de mourir. Belle se réveilla en sursaut. Il faut que je sois bien méchante pour infliger un tel chagrin à la bête. Elle a toujours été bonne envers moi. Ce n'est pas sa faute si elle est laide. Elle a bon cœur et c'est là le principal. Après tout, pourquoi n'ai-je pas voulu l'épouser ? Je serais sûrement plus heureuse avec elle que mes sœurs avec leur mari. S'il était arrivé malheur à la bête, je m'en voudrais toute ma vie. Alors, Belle déposa sa bague sur la table et se recoucha. La jeune fille s'endormit profondément et se réveilla le lendemain au palais. Elle revêtit une de ses robes les plus magnifiques et attendit impatiemment 9 heures du soir. Mais, pour la première fois, la bête ne parut pas. Belle, le cœur battant, courut à sa recherche dans le palais, sans succès. Affolée, elle se souvint tout à coup de son rêve et se précipita dans le jardin. Soudain, elle aperçut la bête étendue dans l'herbe, les yeux clos. Belle colla son oreille contre sa poitrine et entendit son cœur battre faiblement. Elle prit de l'eau fraîche du canal entre ses mains, qu'elle passa sur sa tête. Enfin, la bête rouvrit les yeux. « Vous avez oublié votre promesse ?» gémit l'animal. « Ne vous voyant pas revenir, je me suis laissé mourir de faim. Mais je m'en vais content d'avoir pu vous voir une dernière fois. »« Non, ma bête, vous vivrez !» l'encouragea Belle, entre ses larmes. « Ne me laissez pas, je veux que vous soyez mon époux. Je croyais n'avoir que de l'amitié pour vous, mais aujourd'hui, sans nul doute, la douleur que je ressens est celle de l'amour. » Belle avait à peine achevé ces paroles qu'elle entendit des feux d'artifice, accompagnés de la musique d'un orchestre. Surprise, elle vit que le château était illuminé comme pour une fête. Mais ce qui lui importait davantage était sa bête, et elle revint bien vite s'enquérir de son état. Cependant, le monstre avait disparu, et à sa place, Belle découvrit un prince beau comme l'amour. Elle ne put s'empêcher d'avoir un mouvement de recul. « Mais où est la bête ?» demanda-t-elle. « Ici même, devant vous ?» répondit le prince. « Une mauvaise fée m'avait jeté un sort, et condamné à prendre l'apparence et l'esprit d'une bête, jusqu'à ce qu'une demoiselle consentît à m'épouser. Il n'y avait certainement que vous au monde pour m'aimer malgré ma laideur. Aujourd'hui, je suis heureux de vous offrir ma couronne, afin que vous soyez ma reine. » Belle tendit sa main au prince. Ils se rendirent ensemble au château, et elle crut s'évanouir de bonheur en voyant que son père et toute sa famille étaient présents. La jeune fille reconnut également la fée qu'elle avait vue en songe. « Belle, lui dit-elle, vous avez souhaité prendre la place de votre père. Puis, vous avez préféré la bonté à la beauté. Vous méritez de trouver ces qualités réunies en la personne du prince que voici. Vous deviendrez une grande reine, j'en suis persuadé. » Puis, la fée éleva sa baguette magique et transporta l'assemblée réunie au royaume du prince. Il épousa Belle, et ils vécurent ensemble un bonheur parfait. Ça ne change pas trop de la version qu'on avait lue la dernière fois. Non.
coussin. Elle est toute mignonne. C'est là que je me dis qu'il me faudrait une webcam juste pour ça. Juste pour un instant mignonitude pour Pixel. Mais je ne peux pas. Non, non, non. Ouais, changez pas trop celui-là. Ah. Allez. Je propose la suite. Le vaillant petit tailleur. Attendez, juste, je vais faire quelque chose. Oh oui. On va peut-être même le continuer fin du mois, celui-là. Je pense pas qu'on arrivera à le finir ce soir. Donc, le vaillant petit tailleur. Par une belle matinée d'été, un petit tailleur cousait à sa table près de la fenêtre. Il piquait son aiguille avec bonne humeur. Une marchande descendit la rue, en criant « Confiture à vendre, bonne confiture !» Ces mots chatouillèrent agréablement les oreilles du petit tailleur, qui passa la tête à la fenêtre et cria à son tour « Par ici, un acheteur !» La marchande grimpa les 3 marches qui menaient à la boutique et sortit ses pots. Le petit tailleur huma leur délicieuse odeur, en choisit un et l'acheta. Puis, il sortit une miche de pain du buffet et s'en coupa une large tranche qu'il tartina de confiture. « Cette tartine va me donner du cœur à l'ouvrage, » songea-t-il. « Mais avant d'y mordre, il faut que je finisse ma veste. » Il posa sa tartine près de lui et se remit à coudre. L'odeur de la confiture attira bientôt les mouches. « Oust, qui vous a invité ?» grommela le tailleur en chassant les gourmandes d'un revers de main. Mais les mouches revenaient toujours plus nombreuses, se poser sur la confiture. Si bien que la moutarde lui monta au nez du petit tailleur, qui prit un morceau d'étoffe et s'exclama « Attendez un peu et vous allez voir ce que vous allez voir !» Il fut sans pitié, et, le coup porté, compta les morts. Pas moins de 7 mouches gisaient sur la table, les pattes en l'air. « Mince alors, dit-il avec fierté, je suis bien vaillant. Ma parole, il faut que toute la ville apprenne mon exploit. » Aussitôt, le petit tailleur se tailla une ceinture sur laquelle il broda en grosses lettres ces mots. 7 d'un coup. Il la boucla tout autour de sa taille. Et, se trouvant l'air héroïque, s'écria « La ville, que dis-je? Le monde entier doit en entendre parler !» Fox. Doucement. Doucement, Fox. D'accord? À ces mots, il fourra un vieux fromage dans sa poche et quitta son échoppe. Et coucou Ézéchiel! Comment ça va? En sortant, il vit un oiseau qui se débattait dans un buisson et le plaça à l'abri dans son autre poche. Puis, il se mit en route avec entrain. Je surveille un duel de chats. Sinon, ça va. Fox, il veut accéder au coussin et Pixel, elle est couchée dedans. Faut que j'achète un plus grand coussin. Fox, tu te mets là? Ouais, faut que je leur achète un... Et Pixel, en fait, Fox était dans la caisse. Donc, Pixel s'est mis sur le coussin. Elle est bien posée. Et là, Fox veut aussi se poser, sauf qu'elle est dedans. Donc, faut que j'achète un coussin plus grand. Histoire que les deux puissent se poser tranquille. Héros cyber, bien mangé. Donc, tu te mets là, Fox? Ou tu viens chez moi? Ok, c'est bon, j'ai réussi à les contenter. Pas encore pendant la ronde de vacances. Ah, d'accord, ok. Tu lui passeras le bonjour. Bon, on en était en pleine lecture. Je reprends.
histoire de... Donc on a arrêté le duel de chats, on est bon. Il gratte... Pardon, on reprend. Il grimpa bientôt le flanc d'une montagne. Sur le plateau le plus élevé, un géant contemplait le paysage, assis dans l'herbe. Le valeureux petit tailleur se campa devant lui et dit « Bonjour mon ami, tu regardes le monde à tes pieds, et moi, j'ai décidé de le parcourir en quête d'aventure. Veux-tu m'accompagner ?» Le géant baissa la tête, chercha des yeux le petit homme, finit par le trouver, et, en le regardant avec mépris, lui répondit « Petit orgueilleux, bougre d'avorton !»« Pas de souci, bon l'heure que tu le casses. »« Pas si vite !» rétorqua le petit tailleur en ouvrant son pourpoint. Il pointa alors le doigt sur sa ceinture pour montrer au géant les mots qui étaient inscrits. Puis il ajouta « Lis ceci et apprends à qui tu parles !» Le géant lut « 7 d'un coup » et s'imagina qu'il s'agissait de 7 hommes qu'avait vaincu le tailleur. Il conçut un peu plus de respect pour lui, mais voulut tout de même le mettre à l'épreuve. Pour cela, il ramassa une pierre et la serra si fort entre ses mains que de l'eau en suinta. « Peux-tu en faire autant ?» demanda le colosse. « Un jeu d'enfant !» répondit le petit tailleur. Alors, tirant le fromage de sa poche, il le pressa jusqu'à en faire sortir tout le jus. Le géant resta bouche bée. Il ne comprenait pas qu'un si petit homme puisse être capable d'une telle prouesse. Il ramassa alors un caillou et le lança si haut que l'œil avait peine à le distinguer. « Alors, qu'en dis-tu » dit le géant. « Bien lancé » concéda le petit tailleur. « Mais le caillou est retombé. Moi, je vais en lancer un qui ne retombera pas. » Prenant l'oiseau dans sa poche, il le jeta dans les airs. Ravi de recouvrer la liberté, celui-ci prit son envol et, s'éloignant à tire-d'aile, fut bientôt hors de vue. « Qu'en dis-tu, mon ami » s'exclama le tailleur. « Voilà qui n'est pas mal du tout, » reconnut le géant. « Mais peux-tu porter aussi lourd que tu lances loin ?» Ce disant, il conduisit le petit tailleur au pied d'un chêne déraciné et ajouta « Si tu es aussi fort que tu le prétends, aide-moi donc à soulever ce tronc et à le porter hors du bois. »« Volontiers, » répondit le jeune homme. « Je me charge de soutenir les branches, puisqu'elles sont plus lourdes. » Le géant mit le tronc sur son épaule, de sorte qu'il ne pouvait voir le petit rusé tailleur qui s'était assis parmi les feuilles. Ainsi, il portait l'arbre tout entier, et le tailleur par-dessus le marché. Celui-ci sifflait gaiement, comme si c'eût été pour lui chose aisée que de porter un tronc. Le géant chancela bientôt sous sa charge et cria « Attention à toi, je ne peux pas faire un pas de plus et vais laisser tomber l'arbre !» À ces mots, le tailleur sauta à terre et, saisissant les branches entre ses bras, pour donner l'impression d'avoir porté sa part, il répondit « Eh bien, tu n'es pas si fort, après tout, pour un solide gaillard. » Et ils abandonnèrent le chêne et poursuivirent leur route ensemble. Passant devant un cerisier, le géant courba la plus haute de ses branches et dit au tailleur « Tiens-la et mangeons les cerises. » Mais le petit homme n'avait pas assez de force pour retenir la branche, qui se déploya et le fit voltiger dans les airs. Il retomba de l'autre côté de l'arbre, sur ses 2 pieds. « Ça alors, où est passée ta force ?» s'enquit le géant. « La force ne m'a pas manqué, » répliqua le tailleur. « Penses-tu qu'un homme capable d'en abattre 7 d'un seul coup trouverait pareille tâche difficile ? J'ai sauté par-dessus l'arbre, parce que j'ai vu des chasseurs. Fais-en autant si tu peux. » Le géant essaya de sauter, mais il se prit les pieds dans les branches et s'affala de tout son long à côté du petit tailleur, qui, cette fois encore, eut le dessus. Alors, le géant lui dit « Puisque tu es un si brave compagnon, je t'invite à passer la soirée dans ma caverne. » Deux autres colosses
y dégustait un gros mouton rôti. Voilà un spectacle qui vaut la peine de parcourir le monde, songea le petit homme. Après le souper, son hôte lui montra un lit où dormir. Mais lorsqu'il se fut couché, il le trouva si grand qu'il préféra se pelotonner dans un coin de la caverne. À minuit, le géant se leva, et pensant que le tailleur dormait profondément, frappa avec une lourde barre de fer le lit qui se brisa en deux. « Ah, me voilà débarrassé de cette sauterelle !» pensa-t-il. Au point du jour, les géants partirent en forêt. Ils ne songeaient plus du tout au tailleur lorsqu'ils le virent, qui venait à eux, tout pimpant. Effrayés, ils crurent voir un revenant. Songeant alors qu'il était capable d'en abattre 7 d'un coup, ils se mirent à craindre pour leur vie et se sauvèrent à toutes jambes. Le petit tailleur continua seul sa route. Après avoir marché toute la matinée, il arriva dans les jardins d'un palais. Fatigué, il s'étendit sur l'herbe et sombra dans un profond sommeil. Tandis qu'il était allongé là, les passants pouvaient lire sur sa ceinture 7 d'un coup. « Que fait ce grand guerrier dans notre royaume en temps de paix ?» dit l'un d'eux. « Il semble très fort. » Il alla prévenir le roi. Il lui suggéra de le retenir et de s'en faire un allié pour le cas où une guerre venait à éclater. Ce conseil parut bon au monarque, qui dépêcha vers le dormeur un de ses courtisans. Oui, j'ai bien lu, vers le dormeur un de ses courtisans, afin qu'il lui propose de l'enrôler dans son armée. Le messager n'osa pas réveiller le tailleur, et demeura auprès de lui jusqu'à ce qu'il voulût bien ouvrir les yeux. Il dut encore patienter que le petit homme s'étire, et lui délivra enfin son message. Le petit tailleur, prêt à entrer au service du roi, suivit le courtisan au palais. Le souverain le reçut avec bien des égards et lui assigna un luxueux logement. Mais les courtisans, fort jaloux des honneurs faits au petit tailleur, souhaitaient qu'il retourne chez lui. « S'il peut en abattre 7 d'un coup, nous sommes perdus !» se disait-il cependant. Et plutôt que de le confronter, ils préférèrent remettre leur démission au roi, qui en fut bien mécontent. Affligé, le monarque voulut tout de suite se débarrasser du petit homme. Mais il ne savait comment s'y prendre, craignant que celui-ci ne les tuât tous et ne s'emparât du trône. Il lui vint alors une idée. Il appela le petit tailleur et lui dit « Il y a dans la forêt 2 géants qui sèment la terreur. Affronte-les et tu pourras épouser ma fille unique. Je te donnerai également la moitié du royaume. Si tu acceptes, une escorte de 100 chevaliers t'accompagnera. »« Sire, répondit le tailleur, je vaincrai les géants. Toutefois, les 100 chevaliers me seront inutiles. » Le tailleur se mit en route. À la lisière de la forêt, il ordonna aux chevaliers de l'attendre et s'engouffra seul dans le sous-bois. Bientôt, il tomba sur les 2 géants endormis au pied d'un arbre. Il ronflait si fort que les branches en tremblaient. Le petit tailleur remplit ses poches de cailloux. Puis, il grimpa à l'arbre et s'installa sur une branche qui s'avançait juste au-dessus des 2 compères. Là, il se mit à lancer les cailloux l'un après l'autre sur la poitrine du premier. Le géant ouvrit l'œil et poussa à son voisin. « Qu'est-ce qui te prend de me chatouiller ?» grommela-t-il. « Tu rêves !» grogna son camarade. Et les 2 géants se rendormirent. Alors, le petit tailleur lança ses cailloux sur la poitrine du second colosse, qui se réveilla en grondant furieusement. « Mais qu'est-ce qui te prend de me frapper ?»« Mais il n'en est rien !» grogna l'autre. Cela les avait mis de si mauvaise humeur qu'ils se querellèrent. Éreintés, ils finirent par se rendormir. Ils n'eurent pas plutôt fermé les yeux que le tailleur reprit son jeu. Choisissant le plus gros des cailloux, il le lança de toutes ses forces sur l'estomac du premier géant. « C'en est trop !»
s'écria celui-ci en bondissant sur son voisin. S'ensuivit une telle bagarre qu'ils finirent par arracher des arbres et s'assommèrent l'un l'autre. Le petit tailleur sauta à terre et partit en courant retrouver les chevaliers. « Et voilà, leur dit-il, je les ai abattus tous deux. » Puis, il conduisit les soldats incrédules devant les géants inanimés. De retour à la cour, le vaillant petit tailleur se présenta devant le roi pour réclamer sa récompense. Mais le monarque, qui regrettait sa promesse, ne désirait plus qu'une chose, se débarrasser du petit homme. « Avant d'obtenir la main de ma fille et la moitié de mon royaume, il faut que tu accomplisses encore une action héroïque. Il y a dans le bois une licorne qui détruit tout sur son passage. Amène-la-moi. » « Une licorne, c'est moins que 2 géants. Et 7 d'un coup est ma devise, s'exclama le petit tailleur. Il fit de nouveau route vers la forêt, emportant une corde et une hache. Il ordonna au chevalier de l'attendre et s'engouffra dans le sous-bois. La licorne apparut bientôt et s'élança vers lui. Le tailleur attendit que l'animal approche, puis, au dernier moment, bondit derrière un arbre. Ne pouvant rectifier sa trajectoire à temps, la licorne heurta le tronc et sa corne s'y coinça. Le vaillant petit tailleur passa la corde au cou de l'animal, avant de donner des coups de hache dans l'arbre pour le libérer. Puis, il mena la licorne au roi. Mais ce dernier ne pouvait se résoudre à tenir parole, et demanda au petit tailleur d'accomplir une 3e épreuve. Cette fois, il devait venir au bout d'un sanglier qui ravageait la forêt. Il laissa les chasseurs qui l'accompagnaient en lisière, et une fois dans le sous-bois, vit l'animal se précipiter vers lui. Prêt à en découdre, il se réfugia alors dans une tourelle, le sanglier à sa suite. Mais le petit tailleur s'empressa de ressortir par la fenêtre, et revint à la porte pour la fermer. Puis, il alla quérir les chasseurs, afin qu'ils constatent sa prise. Le roi fut bien obligé d'honorer sa promesse. Le vaillant petit tailleur épousa la princesse. Peu de temps après le mariage, la jeune femme entendit son époux parler dans son sommeil. « Allons, au travail, finis ce gilet et coud les coutures. » Il répéta ces mots inlassablement pendant plusieurs nuits. Et la princesse découvrit alors que son mari n'était pas celui que l'on croyait. Elle en fit part à son père, qui tenta de la consoler. « Ce soir, ne ferme pas à clé la porte de la chambre, de sorte que l'on vienne chercher ce tailleur pour le mettre sur un navire qui fera route vers de lointains pays. » Mais l'écuyer du nouveau prince surprit la conversation et lui révéla le complot. La nuit venue, la princesse se glissa hors du lit pour aller ouvrir la porte. Le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir, dit alors bien fort « Allons, vite, finis ce gilet !» Puis, il poursuivit « J'en ai abattu 7 d'un coup. J'ai vaincu 2 géants, attrapé une licorne et pris un sanglier. Devrais-je craindre ceux qui se tiennent à la porte de ma chambre ?» Apeurés, les conspirateurs s'enfuirent. C'est ainsi que d'un tailleur, on fit un roi, qui le demeura toute sa vie. Elle était mignonne. J'ai bien aimé celle-là. Alors, tu as perdu ta place, Pauline, parce que Fox voulait se mettre à sa place. Que je sentais que ça allait partir un peu en latte, donc je les ai un peu bloqués et je lui ai proposé de venir sur ma chaise, mais il a préféré ta chaise. Forcément, il préfère ma chaise. Il a plus de place avec mon petit. Donc demain, il faut que j'achète un plus grand coussin. Ils veulent plus dormir ensemble. Bah, là, c'est comme Pixel, elle aime pas être que Fox soit posé sur elle. Faut qu'elle soit sur le côté et comme elle prend déjà une bonne part dans le coussin, c'est compliqué. Donc demain, je vais leur acheter un coussin. Par contre, il va falloir qu'on choisisse qu'est-ce qu'on fait de ce coussin-là, parce qu'on en aura quand même 3. Dans la chambre.
À la place de celui que t'avais posé par terre. Ok, ça marche. Ah, j'aime quand ça se règle comme ça. J'aime quand les chats se foutent sur la tronche. Ah, c'est ma grande passion. Ah là là, ces pauvres chats. Qu'est-ce qu'on ferait sans eux, je vous jure. Ah, et bon appétit, Cyber, tu es déjà parti manger. Tri poisson avec avocat, j'avoue que ça donne envie. Ça donne envie tout ça, ça donne envie. Quand même, quand même, quand même. Ah. Aïe. Oh. Je me coupe les ongles. Oh. Bah ils sont mignons tous les réponses. Allez. Je vous propose encore une histoire. Une histoire ou deux, attendez. Ah, quoique. Ah, non, quoique. Oh. Ça dépend combien de temps elle dure, celle-là. Oh. Oh. Oh, ça part un peu long, tout ça. Quoique. Allez. On va encore se lire 2 histoires pour ce soir. La prochaine, elle est connue. La deuxième pas. C'est pour ça que je me dis... Une petite deuxième. Oh. Je crois que je vais vraiment installer une webcam chat, Pauline. Et quand je vois cette petite bouille, ça me donne tellement envie d'installer une webcam chat. Je saurais pas où la placer, mais faut vraiment que j'installe une. Allez. Fais gaffe, tu as perdu ta place. Ah non. Tu veux faire une Pixel et Fox télé? Oui. Oui. D'ailleurs, les emotes de la chaîne, je suis en train de regarder quelle personne je pourrais contacter pour les faire, mais ça sera Pox. Un mélange entre Fox et Pixel, ça devient Pox. Ça sera Pixel et Fox qui seront représentés sur les emotes. Voilà, sachez-le. Pour les badges d'abonnement, je ne sais pas encore, j'ai une vague idée, mais je pense que les emotes de la chaîne, ça sera Fox et Pixel qui seront représentés dessus. Donc c'est l'idée que j'ai eue. Maintenant, il faut juste que je trouve quelqu'un qui pourrait me les faire, et ça, je suis encore en train de chercher. Ah, oui, c'est déjà les mascottes à la maison, donc je vois pas pourquoi ce serait pas les mascottes de la chaîne, clairement. Donc quand même. De toute façon, Pauline voudra aussi reprendre après un autre Maine Coon, peut-être roux, donc même si Fox n'est plus vraiment là, on aura quand même son successeur, parce qu'elle voudra prendre dans la même chatterie où il y avait Fox. Donc on aura peut-être un digne successeur de Fox, avec exactement la même couleur. Pas forcément le même pelage, mais à peu près la même couleur. Donc ça suivrait. Yeah. Allez. Donc le compte suivant, c'est un compte connu quand même. Bah oui, Pixel elle sera là pour un petit moment, donc il y aura toujours. Pixel c'est une Munchkin, c'est un chat classique, elle a facile 15 ans devant elle. Donc ouais. Ça devrait le faire. Je m'en fais pas pour les deux, loin de là même. Le compte suivant, c'est un compte classique, je sais pas si on l'a déjà lu. C'est une soirée contre des légendes, c'est pas comme La Belle et la Bête qu'on a déjà lu, c'était la 3e fois, je pense. Là, c'est Réponse. Et le compte suivant, par contre, je ne le connais pas. Donc je suis... Je m'hype déjà pour le compte suivant. Donc, Réponse. Il était une fois un couple qui souhaitait depuis longtemps avoir un enfant. Un jour enfin, la femme sentit que son vœu allait se réaliser. Ils habitaient une maison dont l'une des fenêtres donnait sur un magnifique jardin où poussaient les plus belles fleurs et les meilleures plantes médicinales. Mais il était protégé d'un haut mur, et nul n'osait s'y aventurer, car il appartenait à une magicienne que tout le monde craignait. Un matin, se tenant à sa fenêtre d'où elle admirait le jardin, la femme aperçut un parterre planté d'appétissantes réponses aux feuilles bien vertes qu'elle eût volontiers dégustées en salade. Juste que je me mouche. Pardon.
Or, sa convoitise se mit à croître un peu plus chaque jour. Elle les enviait tant qu'elle en perdit le goût des autres aliments. Elle se mit à maigrir, accablée de ne pouvoir les cueillir. Son mari lui demanda, inquiet, « De quoi as-tu besoin, ma chère épouse ?»« Ah, c'est que je meurs d'envie de manger les réponses qui poussent dans le jardin voisin. » L'homme qui adorait sa femme songea. « Je ne peux pas la laisser dépérir ainsi et lui apporter ses réponses, quoi qu'il puisse m'en coûter. » Au crépuscule, il escalada le mur du jardin de la magicienne, s'empressa de cueillir une belle poignée de réponses et les rapporta à son épouse, qui en fit une salade dont elle se délecta aussitôt. Les plantes étaient si délicieuses que le lendemain, elle en voulut encore. Alors son époux n'eut d'autre choix que d'escalader, à nouveau, le mur du jardin. Il attendit le crépuscule, puis il franchit le mur et atterrit de l'autre côté. C'est alors qu'il se figea d'effroi, surpris par la magicienne qui se tenait devant lui. « Comment oses-tu pénétrer dans mon jardin tel un voleur ?» s'écria-t-elle courroucée. « Ayez pitié, supplia-t-il. Épargnez-moi, je n'ai eu d'autre choix. Mon épouse a aperçu vos réponses depuis notre fenêtre et a été prise d'une irrépressible envie d'en manger. Elle se sent si faible. » La magicienne laissa retomber sa colère et lui répondit. « Prends-en autant que tu voudras, à une seule condition. Il te faudra me donner l'enfant que ta femme s'apprête à mettre au monde. Je veillerai sur lui comme une mère. » L'homme, effrayé, accepta sans discuter. Lorsque son épouse donna naissance à l'enfant, quelques semaines plus tard, la magicienne parut, lui donna le nom de Réponse et l'emmena avec elle. Réponse devint une adorable petite fille, mais lorsqu'elle eut 12 ans, la magicienne l'enferma dans une tour sans escalier ni porte, au cœur de la forêt. Seule, tout en haut, s'ouvrait une petite fenêtre. Ainsi, quand la magicienne voulait entrer, elle se plaçait juste en dessous et appelait « Réponse, dénoue tes cheveux et lance-les vers moi. » Réponse, en effet, possédait de splendides cheveux longs, fins comme des fils d'or. Un petit peu, elle y est dans The Witcher 3, dans le DLC Blood and Wine. Il y a une tour où vous pouvez trouver Réponse. Lorsque la voix de la magicienne lui parvenait, elle dénouait ses tresses et laissait sa chevelure se dérouler par la fenêtre jusqu'au sol. Alors la magicienne s'y agrippait, afin de se hisser au sommet de la tour. Plusieurs années s'écoulèrent, jusqu'à ce qu'un jour, un prince qui chevauchait à travers bois vint à passer près de la tour. Il entendit un chant si mélodieux qu'il s'arrêta pour mieux l'écouter. C'était Réponse qui, dans sa solitude, passait le temps en faisant résonner sa jolie voix. Le fils du roi voulut la rejoindre. Il chercha une porte, mais n'en trouva point. Alors, il s'en retourna chez lui. Mais le chant l'avait tant ému qu'il continuait de se rendre dans les bois pour l'écouter. Un jour, dissimulé derrière un arbre, il surprit la magicienne appelée sous la fenêtre. « Réponse, dénoue tes cheveux et lance-les vers moi. » Alors, Réponse laissa tomber sa chevelure, qui se déroula par la petite ouverture jusqu'au sol. Et la magicienne grimpa jusqu'à elle. « Si c'est là l'échelle par laquelle on accède à la tour, songea le prince, je vais tenter de l'emprunter aussi. » Le lendemain, au crépuscule, le prince se rendit sous la fenêtre et appela. « Réponse, dénoue tes cheveux et lance-les vers moi. » Aussitôt, la chevelure se déroula, et le prince put escalader la tour. Voyant le prince apparaître, Réponse, qui n'avait jamais rencontré personne, eut très peur. Aussi, le jeune homme s'adressa-t-il à elle avec amitié.
Il lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son chant qu'il avait éprouvé l'envie de faire sa connaissance. Ces paroles rassurèrent Réponse, qui trouva le prince fort agréable et bien plus aimant que la vilaine magicienne. Elle lui prit la main et dit « J'aimerais sortir avec toi, mais je ne sais pas comment descendre de cette tour. Reviens me voir en prenant soin d'apporter, à chacune de tes visites, des fils de soie, afin que je puisse tisser une corde. » Ils convinrent de se retrouver tous les soirs au sommet de la tour. La magicienne, qui venait le jour, ne remarqua rien, jusqu'à ce que Réponse, par mégarde, lui dise « Comment se peut-il que le jeune prince soit plus léger que vous lorsqu'il grimpe à ma chevelure ?»« Eh bien, s'exclama la magicienne, que dis-tu ? Je pensais t'avoir mise à l'écart du monde, mais j'apprends que tu m'as trahi. » Furieuse, elle saisit la chevelure de Réponse, s'empara d'une paire de ciseaux et coupa ses longues mèches. Après quoi, elle exila la jeune fille dans une contrée lointaine. Puis elle fixa les mèches de chevelure réunies en une tresse au rebord de la fenêtre. Le soir même, lorsque le prince s'y présenta, il appela. « Réponse, dénoue tes cheveux et lance-les vers moi. » La magicienne jeta la natte au pied de la tour, et le fils du roi y grimpa. Mais à la place de sa bien-aimée, ce fut la magicienne qui l'accueillit tout là-haut. Elle le fixa d'un regard féroce et se mit à ricaner. « Tu viens chercher l'élu de ton cœur, mais elle n'est plus ici et ne chante plus. Tu ne reverras plus jamais Réponse. » Désespéré et fou de douleur, le prince sauta par la fenêtre du haut de la tour. Il atterrit dans un buisson d'épines qui le rendirent aveugle. Il erra dans la forêt, ne se nourrissant plus que de baies, inconsolable de la perte de sa chère amie. Il marcha longuement, jusqu'à atteindre la contrée où vivait désormais Réponse. Dans son exil, elle avait donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Tandis qu'il cheminait, le prince entendit un chant familier. Il s'en approcha, et Réponse, qui le reconnut, se jeta à son cou en pleurant. Alors, ses larmes ruisselèrent dans les yeux du prince, qui recouvra la vue. Ils vécurent longtemps heureux en leur royaume. Je m'attendais à une fin plus triste, et finalement ça va. C'est gentil. Ce n'est point comme le petit chaperon rouge, qui avait une fin beaucoup plus atroce. Au final, bon, on est d'accord. On est d'accord. Oh, c'est pas qui craque. Bah là, le petit chaperon rouge, c'était le premier conte que j'ai lu ce soir. Ça finissait par le loup qui dévore le petit chaperon rouge et faim. Voilà. Alors que moi j'étais en mode, bah il y aura encore une page avec écrit le bûcheron, il passait dans le coin et il a vu Blanche-Neige, je vais dire. Et il a vu le petit chaperon rouge et donc il va voir comment se porte la grand-mère et il y aura une happy end et ben non. Non, le petit chaperon rouge a été dévoré toute crue par le grand méchant loup. Voilà. C'est tout. C'est ainsi. Donc, on n'y peut rien. C'est pas grave. Ça arrive. Et là, le prochain conte, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais lu. Ça ne me dit absolument rien. Donc, je suis très hypé de le lire. Je sais pas si un jour tu vas réussir à trouver la vraie version du conte de Peter Pan, à l'occasion ça peut être intéressant aussi pour une soirée. Attends, parce que celui-là, ce livre-là s'appelle Les plus beaux contes de mon enfance. Non, il est pas dedans. Celui-là, il est pas dedans. Après, ouais, Peter Pan, je sais pas trop. Non, Peter Pan, c'est un moderne. C'est assez moderne dans mes souvenirs.
Attends, on va regarder juste vite fait. Peter Pan. Quand est-ce que ça a été écrit, Peter Pan? Peter Pan, pas forcément le film, mais le conte. Ouais, 1911. Donc, ouais, c'est quand même... Non. C'est quand même, ouais, 1911. Première fois, 1904. Et le conte date d'un roman... Une pièce de théâtre, d'abord. Et après, un roman qui date de 1911. Donc, c'est quand même un personnage assez récent. Je sais pas si... Quoique 1911, normalement, il doit être libre de droit, maintenant. Donc... Mais ouais, je sais pas si on le trouvera, peut-être. Hein. C'est possible qu'un jour, ça apparaisse. Ouais, c'est assez récent dans l'histoire. C'est anglais et récent. Donc, c'est pas un conte traditionnel d'un pays... Donc... Les pantomimes sont originales étaient supplémentées par ce qui est devenu populaire. Ouais, donc peut-être, mais je risque peut-être de le trouver juste comme ça. Ouais, je risque d'avoir juste le... Ou alors ça sera peut-être une version beaucoup plus courte de Peter Pan. C'est possible. À voir. À voir, à voir, à voir. Là, le conte, c'est Rickel à la houppe, que je ne connais pas, qui est un... C'est du Charles Perrault. Oui, c'est du Charles Perrault. Rickel à la houppe. On va découvrir ça. Et on s'arrêtera sur ce conte-là pour ce soir. Alors, donc Rickel à la houppe. Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait que l'on douta longtemps de sa forme humaine. Une fée, qui se trouva à sa naissance, assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il aurait beaucoup d'esprit. Pardon. Elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plutôt à parler qu'il dit mille jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel que l'on en était charmé. J'oubliais de dire qu'il vint au monde avec une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu'on le nomma Riquet à la houppe, car Riquet était le nom de la famille. Au bout de 7 ou 8 ans, la reine d'un royaume voisin accoucha de 2 filles. La première qui vint au monde était plus belle que le jour. La reine en fut si aise que l'on appréhenda que la trop grande joie qu'elle en avait ne lui fit mal. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la houppe était présente, et pour modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine, mais elle eut, quelques moments après, un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se trouva extrêmement laide. Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée. Votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit que l'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. Dieu le veuille, répondit la reine, mais n'y aurait-il point moyen de faire avoir un peu d'esprit à l'aînée, qui est si belle ? Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l'esprit, lui dit la fée. Mais je puis tout du côté de la beauté. Et comme il n'y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. À mesure que ces 2 princesses devinrent grandes, leur perfection crurent avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l'aînée et de l'esprit de la cadette. Il est vrai aussi que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l'âge. La cadette enlaidissait à vue d'œil, et l'aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien
à ce qu'on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite qu'elle n'eût pu ranger 4 porcelaines sur le bord d'une cheminée sans en casser une, ni boire un verre d'eau sans en répandre la moitié sur ses habits. Quoique la beauté soit un grand avantage pour une jeune personne, la cadette l'emportait cependant presque toujours sur son aînée dans toutes les compagnies. D'abord, on allait du côté de la plus belle pour la voir et pour l'admirer. Mais bientôt, on allait à celle qui avait le plus d'esprit, pour lui entendre dire 1000 choses agréables. On était étonné qu'en moins d'un quart d'heure, l'aînée n'eut plus personne auprès d'elle, et que tout le monde se fût rangé autour de la cadette. L'aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien, et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l'esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu'elle était, ne put s'empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise, ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse. Un jour qu'elle s'était retirée dans un bois pour se plaindre de son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu magnifiquement. C'était le jeune prince Riquet à la houppe, qui, en étant tombé amoureux d'elle, en l'admirant sur ses portraits qui couraient par tout le monde, avait quitté le royaume de son père pour avoir le plaisir de la voir et de lui parler. Ravi de la rencontrer ainsi toute seule, il l'aborda avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu'elle était fort mélancolique, il lui dit « Je ne comprends point, madame, comment une personne aussi belle que vous l'êtes peut être aussi triste que vous le paraissez. Car, quoique je puisse me vanter d'avoir vu une infinité de belles personnes, je puis dire que je n'en ai jamais vu dont la beauté approche de la vôtre. » « Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse, qui en demeura là. La beauté, reprit Riquet à la houppe, est un si grand avantage qu'il doit tenir lieu de tout le reste. Et quand on le possède, je ne vois pas qu'il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup. J'aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous et avoir de l'esprit, que d'avoir de la beauté comme j'en ai et être bête autant que je le suis. Il n'y a rien, madame, qui montre davantage que l'on a de l'esprit que de croire n'en pas avoir. Et il est de la nature de ce bien-là que plus on en a, plus on croit en manquer. Je ne sais pas cela, dit la princesse, mais je sais bien que je suis fort bête, et c'est de là que vient le chagrin qui me tue. Si ce n'est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur. Et comment ferez-vous ? Dit la princesse. J'ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la houppe, de donner de l'esprit autant que l'on saurait avoir à la personne que je dois aimer le plus. Et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu'à vous que vous n'ayez autant d'esprit que l'on ne peut en avoir, pourvu que vous vouliez bien m'épouser. La princesse demeura tout interdite et ne répondit rien. Je vois, reprit Riquet à la houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m'en étonne pas. Mais je vous donne 1 an, tout entier, pour vous y résoudre. La princesse avait si peu d'esprit, et en même temps une si grande envie d'en avoir, qu'elle s'imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais. De sorte qu'elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n'eut pas plus tôt promis à Riquet à la houppe qu'elle l'épouserait dans 1 an à pareil jour, qu'elle se sentit tout autre qu'elle n'était auparavant.
Elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d'une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença dès ce moment une conversation galante et soutenue avec Riquet à la houppe, où elle brilla d'une telle force que Riquet à la houppe crut lui avoir donné plus d'esprit qu'il ne s'en était réservé pour lui-même. Quand elle fut retournée au palais, la cour ne savait que penser d'un changement si subit et si extraordinaire. Car, autant qu'on lui avait ouï dire d'impertinences auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne peut s'imaginer. Il n'y eut que sa cadette, qui n'en fut pas bien aise, parce que n'ayant plus sur son aîné l'avantage de l'esprit, elle ne paraissait plus auprès d'elle qu'un singe savant fort désagréable. Le roi gouvernait par ses avis, et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement. Le bruit de ce changement s'étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins s'efforcèrent de s'en faire aimer, et presque tous la demandèrent en mariage. Mais elle n'en trouvait point qui eût assez d'esprit, et elle les écoutait tous, sans s'engager à aucun d'eux. Cependant, elle en vit un si puissant, si riche, si spirituel et si bien fait, qu'elle ne put s'empêcher d'avoir de l'inclination pour lui. Son père, s'en étant aperçu, lui dit qu'il la laissait maîtresse du choix de son époux et qu'elle n'avait qu'à se déclarer. Comme, plus on a d'esprit et plus on a de peine à prendre une ferme résolution sur cette affaire, elle demanda, après avoir remercié son père, qu'il lui donnât du temps pour y penser. Elle alla par hasard se promener dans le même bois où elle avait rencontré Riquet à la houppe, pour réfléchir plus commodément à ce qu'elle avait à faire. Alors qu'elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme s'il s'agissait de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui s'affairent. Ayant prêté l'oreille plus attentivement, elle entendit quelqu'un dire « Apporte-moi cette marmite !» et un autre « Mets du bois dans ce feu !» La terre s'ouvrit aussitôt, et elle vit sous ses pieds une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes de domestiques nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit 20 ou 30 rôtisseurs qui allèrent se camper, dans une allée du bois, autour d'une table fort longue, et qui, tous, ustensiles en main, se mirent à travailler en cadence, au son d'une chanson harmonieuse. La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C'est madame, » lui répondit le plus apparent de la bande, « pour le prince Riquet à la houppe, dont les noces seront célébrées demain. » La princesse, encore plus surprise qu'elle ne l'avait été avant, et se rappelant tout à coup que, il y avait 1 an jour pour jour, elle avait promis d'épouser le prince Riquet à la houppe, tomba de haut. Elle ne s'en souvenait pas, car lorsqu'elle fit cette promesse, elle n'avait pas d'esprit. En recevant celui du prince, elle avait oublié cette sottise. Elle n'eut pas fait 30 pas, en continuant sa promenade, que Riquet à la houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre, en me donnant votre main, le plus heureux de tous les hommes. » « Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n'ai pas encore pris ma résolution, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez. »« Vous m'étonnez, madame, lui dit Riquet à la houppe. »« Je le crois, dit la princesse,
Et assurément, si j'avais affaire à un homme brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassé. Une princesse n'a qu'une parole, me dirait-il, et il faut que vous m'épousiez puisque vous me l'avez promis. Mais comme celui à qui je parle est l'homme du monde qui a le plus d'esprit, je suis sûr qu'il entendra raison. Vous savez que, quand je n'étais qu'une idiote, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser. Comment voulez-vous qu'ayant l'esprit que vous m'avez donné, qui me rend encore plus difficile que je n'étais, je prenne aujourd'hui une résolution que je n'ai pu prendre en ce temps-là. Si vous pensiez tout de bon à m'épouser, vous avez eu grand tort de m'ôter ma bêtise et de me faire voir plus clair que je ne voyais. Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n'en eusse pas de même dans une affaire où il y va du bonheur de ma vie? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l'esprit soient d'une pire condition que ceux qui n'en ont pas? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité en avoir? Mais venons au fait, s'il vous plaît. Excepté ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise? Êtes-vous mécontente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières? Nullement, répondit la princesse. J'aime en vous tout ce que vous venez de me dire. Si cela est ainsi, répondit Riquet à la houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable de tous les hommes. Comment cela peut-il se faire? Lui demanda la princesse. Cela se fera, répondit Riquet à la houppe, si vous m'aimez assez pour souhaiter que cela soit. Afin, madame, que vous n'en doutiez pas, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qui me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui qui vous aimerait et à qui vous voudrez bien faire cette faveur. Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable, et je vous en fais le don autant qu'il en est en mon pouvoir. La princesse n'eut pas plutôt prononcé ces paroles que Riquet à la houppe parut à ses yeux l'homme le plus beau du monde, le mieux fait et le plus aimable qu'elle eût jamais vu. Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent, mais que l'amour seul fit cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant examiné la persévérance de son amant, sa discrétion et toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps, ni la laideur de son visage. Que sa bosse ne lui sembla plus que l'allure d'un homme qui fait le gros dos, et qu'au lieu de le voir boiter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu'un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux qui louchaient ne lui parurent que plus brillants, que leur dérèglement passa dans son esprit pour la marque d'un violent excès d'amour, et qu'enfin, son gros nez rouge eut pour elle quelque chose d'héroïque. Quoi qu'il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l'épouser, pourvu qu'elle en obtînt le consentement du roi son père. Le roi, sachant que sa fille avait beaucoup d'estime pour Riquet à la houppe, qu'il connaissait d'ailleurs pour être un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir comme gendre. Dès le lendemain, les noces furent célébrées, comme Riquet à la houppe l'avait prévu, et selon les ordres qu'il en avait donnés longtemps auparavant. Oh, elle était mignonne celle-là, j'ai bien aimé. Je la connaissais pas du tout. Riquet à la houppe, ça me dit absolument rien. Comme quoi, on peut même encore découvrir des contes. Trois quarts des contes qu'il y a dans ce livre, je les connaissais. Celle-là, j'avoue, mignonne, très sympa, assez bizarre. Avec le coup de la fée qui donne des pouvoirs assez particuliers
Et comment Riquet pouvait être au courant des pouvoirs de la fée avec l'autre, j'ai pas compris, mais on va dire que ça l'a quand même grandement arrangé. Donc c'était... Parce que après, je me demande même si cette édition-là, ils ont pas des contes français. Il faudrait que j'arrive à trouver des contes français. Du conte de Charles Perrault, ce genre de choses. Faudrait que j'essaie de voir. Ça doit, comme dit, ça doit exister. Mais là, faut que je trouve à ces éditions-là. Il y a 2 éditions que je vais garder pour l'instant. Parce que j'aime beaucoup, comme dit, leurs ouvrages. Les dessins sont sympas, les textes sont très sympas. Même si le texte de celui-là, j'avoue, j'ai galéré. Hein. Il est écrit parfois que j'en eu aise. Ouh, tu lis ça, tu fais, c'est compliqué. C'est ainsi. On va arrêter là la VOD YouTube. Elle arrivera dimanche prochain. Elle arrivera sur YouTube. Donc je vous fais des bisous YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et on se dit à la prochaine. Bisous YouTube.